masqué. Merci, Dr. Boukari. تفضل سيدي. C'est bon. الله يخليك انت وسيدنا. Les différents types de lentilles rigides pour cornée régulière. Donc j'ai 30 minutes. Ok. Je représente localement certains fabricants de lentilles de contact. Et on va suivre ce plan, définition historique. On va parler des marchés de lentilles de contact, la classification, les géométries, la physiologie de la surface oculaire sur lentilles rigides, les indications de lentilles rigides. Et ensuite, ça sera la deuxième partie. Après Dr. Benachour, je parlerai la deuxième partie de la présentation, comment adapter un patient avec lentilles rigides. On commence par la définition. Donc, de manière générale, une lentille de contact, c'est un dispositif médical optique placé sur la surface antérieure de l'œil, en contact avec le film lacrymal préoculaire et couvrant la cornée, plus ou moins le limbe, plus ou moins la partie de la conjonctive. Tout dépend s'il s'agit d'une lentille rigide ou d'une lentille sclérale ou d'une lentille souple ou d'une lentille hybride. Fabriquée par un polymère pour corriger une amétropie, pour traiter une maladie de l'œil ou pour réduire les symptômes ou de changer la couleur des yeux. Ça, c'est une définition générale. Les indications modernes au futur se développent avec les lentilles dites intelligentes. Donc, pour l'historique, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une innovation de développement de géométrie qui date d'à peu près d'un peu plus d'un siècle. Donc, Da Vinci avait proposé un concept de lentille de contact. C'était tout le visage qui était dans un grand bol rempli d'eau pour effacer les amétropies. Et c'est juste la fin du 19e siècle qui a vu l'apparition des lentilles sclérales en verre soufflé. Et ensuite, avec le début de la Première Guerre mondiale, l'apparition du plastique, on pouvait fabriquer des lentilles en PMMA, des lentilles sclérales en PMMA. Et les lentilles souples, c'est les débuts des années 60 en hydrogel. Le retour des lentilles rigides avec les matériaux perméables à l'oxygène, début des années 80. Et un retour des lentilles sclérales à la fin des années 90 et en début des années 2000. Le marché de lentilles de contact, il est en pleine croissance. 150 millions de porteurs de lentilles de contact en 2019 dans le monde. Et si on va dans nos pays maghrébins, le marché, le rapport lentilles de contact en lunettes en millions de dollars, il représente 0,4 en Maghreb par rapport à 0,3 dans le monde. Donc, le marché pécunier est assez important en lentilles de contact dans le Maghreb par rapport au reste du monde. Aussi, si on voit, par exemple, ici en 2015, au Royaume-Uni, on voit que la majorité des patients, 70%, portent des lentilles de contact, 13% ont fait des chirurgies réfractives et 13% portent des lentilles de contact. Pardon, 70% des lunettes, 13% de laser et 13% de lentilles de contact. Et on voit ici sur 18 ans, entre 2000 et 2018, comment le nombre de chirurgies réfractives a diminué. Ça, c'est le marché en millions de dollars. Comment il a diminué presque de moitié. Il a encore diminué certainement à cause de la pandémie. Mais le marché des lentilles de contact progresse continuellement entre 2017 et 2024 à des estimations. Ça, c'est le marché américain. Mais il faut savoir qu'il y a une grande hétérogénéité entre les pays, entre lentilles de contact souple et lentilles de contact rigide. Et ça dépend principalement de la formation des prescripteurs. Donc, dans beaucoup de pays, le marché des lentilles de contact souple est plus important, il représente ici 80%, mais dans d'autres pays, comme dans le pays scandinave, le marché des lentilles de contact, ici c'est le contraire. Donc, dans les Pays-Bas, en Allemagne ou au Japon, les lentilles rigides représentent 20% du marché, alors que dans d'autres pays, ici dans le pays scandinave, le marché des lentilles rigides représente uniquement 5%. Cette disparité est liée principalement à la formation des médecins prescripteurs de lentilles de contact. Donc, certains pays, lors de la formation universitaire, on incite les prescripteurs de proposer des lentilles rigides gaz perméables. Et les prescripteurs sont de très bons prescripteurs et donc, dans la vie active, ils prescrivent beaucoup de lentilles rigides de gaz perméable. La classification, il y a plusieurs classifications des lentilles de contact. Et donc, principalement par les matériaux, on distingue 3 matériaux, souple, rigide, hybride. Et on va parler de lentilles rigides. Les lentilles rigides, les premières, on a vu que c'était en PMA en 39 avec un décal nul.
on a ajouté des molécules pour les rendre plus perméables à l'oxygène et on les dénomme sous le nom de l'antirigide perméable à l'oxygène, l'antirigide perméable à l'air, l'antirigide gaz perméable, tout ça c'est des synonymes. Et bon, on peut différencier les lentilles par leur géométrie, sphérique, torique, monofocale, multifocale, par la modalité de port occasionnel, journalier, hebdomadaire ou continu. Continu lorsqu'on autorise un port de 1 mois, continu. Et ça, c'est l'exclusivité des lentilles rigides gaz perméables dans certaines conditions. Par exemple, la faculté unilatérale de l'enfant, soit par fréquence de renouvellement, les lentilles jetables, renouvellement fréquent, hebdomadaire, bimensuel, mensuel, bimestriel, trimestriel ou annuel. Le mode de fabrication par tour ou par moulage, les lentilles rigides sont fabriquées par tour, soit par indication, c'est pour des buts correctrices, thérapeutiques, cosmétiques, soit par personnalisation, c'est des lentilles standards ou personnalisées, en sachant que là, les lentilles rigides sont des lentilles personnalisées. Donc, en revenant aux lentilles rigides, la définition, c'est le même comme une lentille souple, sauf que le matériau, cette fois-ci, est rigide avec un haut d'écart et qui repose entièrement sur la cornée. Donc, selon la Scleral Lens Education Society, la lentille rigide cornéenne, c'est une lentille qui repose exclusivement sur la cornée, non pas sur le limbe comme les lentilles cornéosclérales, et non pas sur la sclère comme les lentilles sclérales. Donc, dans cet exemple, une cornée avec un diamètre de 12 mm, une lentille dont le diamètre est inférieur à 12 mm, s'il est fabriqué en matériaux rigides gaz perméable, est dite une lentille rigide cornéenne. Les matériaux. Donc, il faut savoir un peu de chimie. Il faut dire que on va s'intéresser juste à cette partie où les lentilles rigides. Les premiers matériaux, c'était le PMMA, qui avait un déca nul. Donc, il avait ses propres complications. Et depuis, comme on a vu le début des années 80, on a pu, grâce à la chimie, fabriquer des matériaux rigides en ajoutant du silicone ou même du fluor dans le matériau, le PMMA original, pour le rendre perméable à l'oxygène. Donc, voici différents types de matériaux existants actuellement, des matériaux rigides perméables à l'oxygène, qui diffèrent principalement par leur perméabilité à l'oxygène, le DK, qui de nos jours peut atteindre 200, et par leur mouillabilité. Il faut savoir que plus on ajoute du silicone dans le matériau, plus il devient hydrophobe. Donc, l'angle de mouillabilité devient élevé. Donc, on a ici les siliconacrylates, les fluorosilicon-acrylates. Donc, plus on ajoute l'oxygène, plus le matériau devient perméable à l'oxygène. Mais le problème, c'est que plus on ajoute le silicone, le matériau devient hydrophobe. Donc, on peut résoudre ce problème en rajoutant des atomes de fluor qui vont améliorer sa mouillabilité. Ou bien on peut faire un traitement de surface. Ici, des exemples, par exemple, une définition, la perméabilité, le DK. Donc, c'est vrai que c'est un paramètre qui est assez compliqué à expliquer. C'est D qui veut dire diffusion, K, ça veut dire solubilité. L'unité, généralement, c'est 7 unités utilisées, centimètres carrés par seconde, fois millimètre d'oxygène sur millimètre du matériel, fois le millimètre de mercure. Et il faut dire que plus le DK est élevé, plus l'oxygène pénètre dans ce matériau. La transmissibilité, c'est un autre paramètre. C'est le DK sur T, et donc DK sur l'épaisseur, T pour thickness, plus la lentille est épaisse, plus la transmissibilité est moindre. L'hydrophilie ou taux d'hydratation, c'est la capacité du matériau à absorber de l'eau, et la mouillabilité, c'est comment on va se confronter ce matériau en contact avec de l'eau. Je me répète. OK. Ici, on voit une vidéo d'une feuille de lotus, comment elle est très hydrophobe, et comment vous voyez les gouttelettes d'eau, comment elle ne mouille pas du tout la feuille de lotus. Et donc, elle a une résistance à la mouillabilité, et plus cet angle
Plus l'angle est faible, meilleure est la mouillabilité. Plus l'angle est faible, meilleure est la mouillabilité. Ici, regardez, une goutte d'eau sur une feuille de lotus, comment l'angle est très ouvert. Comment on peut régler ce problème? Eh bien, puisqu'on sait que le silicone, certes, améliore l'oxygénation de la cornée, mais il entraîne un angle, une hydrophobie. On peut, comme on a vu tout à l'heure, ajouter du fluor dans la molécule ou faire un traitement de surface, soit un traitement plasma, soit ici un traitement HydraPEG qui rend la lentille, ici par exemple l'antisclérale, très mouillable, et sachant que la lentille est en contact avec des lames, donc avec un milieu aqueux. Donc, lorsqu'elle est mouillable, le confort est meilleur et la qualité de vision est meilleure. Il y a un film lacrymal régulier qui va se déposer sur la lentille. Ici, vous voyez que la lentille est hydrophobe, la qualité de vision n'est pas bonne et même le confort n'est pas bon. Et après un traitement de surface avec la même lentille, avec ce traitement, la lentille devient en surface du moins hydrophile et elle accepte l'eau. Maintenant, on va voir les géométries. Il faut savoir, est-ce que vous me suivez? Oui, docteur Oui. Maki, c'est clair. Merci. Silence, d'accord. Les géométries, on peut tout faire avec une lentille rigide perméable à l'oxygène, et ça, c'est très, très intéressant. Donc là, on définit la lentille rigide par deux surfaces, une surface antérieure et une surface postérieure. La surface antérieure, on peut modifier sa forme et la surface postérieure aussi. Et tout ça pour essayer d'améliorer la qualité de vision et le confort. Donc la face antérieure, généralement, elle a des qualités optiques pour corriger certains troubles de réfraction. Elle peut être soit torique, elle peut être sphérique ou asphérique, soit torique, soit multifocale. Et la face postérieure, la même chose, sphéro-asphérique pour épouser de mieux la forme de la cornée, torique, multicourbe, prolato-oblate en fonction de l'état de la cornée. Et toutes les combinaisons sont possibles. OK. Et ici, par exemple, on voit que juste avec l'image fluo, on peut savoir qu'il s'agit d'une lentille de contact. Je répète la vidéo. Dans la surface postérieure et multicourbe, on voit qu'il s'agit d'un kératocone. Donc, juste avec l'image fluo, on peut avoir beaucoup d'informations. Donc, on peut savoir que c'est une lentille multicourbe parce qu'elle touche ici un peu le cône. Ensuite, elle s'éloigne du cône. Ensuite, elle retourne vers la cornée et elle dégage en périphérie. Donc, ça, c'est une lentille dans la face postérieure et multicourbe sur une cornée kératoconique. On verra d'autres images fluo. OK. Donc, les géométries dépendent des indications. La face postérieure, sa courbure épouse au mieux la forme de la cornée. Elle peut être sphérosphérique pour corriger les amétropies sphériques et les astigmatismes cornéens lorsqu'ils ne dépassent pas de dioptrie. Elle doit être torique si l'astigmatisme cornéen dépasse 2 dioptries pour que la cornée et pour que la lentille puisse être stable sur cette cornée qui est torique. Donc, si on place une lentille sphérique sur une cornée très torique, donc elle va bâiller sur le méridien le plus cambré. Et elle peut être multicourbe, prolato-oblate, si la cornée est prolato-oblate. La face antérieure d'une lentille rigide, sa courbure définit la puissance de la lentille. Donc, elle peut elle-même être torique pour corriger un astigmatisme interne résiduel, on verra par la suite comment, et elle peut être multifocale pour corriger une presbytie. Okay. Il faut savoir que nos cornées ne sont pas identiques sur plan diamètre et sur plan de courbure et sur plan excentricité. Donc, certes, il y a la majorité des gens ont des cornées dont le rayon de courbure central est de 7,4 à 8 mm avec un diamètre cornéen de 11,5 à 12,2 mm, mais on voit bien que ici, sur une étude sur 461 patients, sujets normaux,
on a vu, on voit que différentes possibilités existent. C'est vrai, par exemple, les producteurs de lentilles souples en grande quantité vont fabriquer des lentilles souples qui vont viser cette population, ou ils peuvent même proposer 2 rayons de courbure pour cibler le maximum de population. Mais en lentilles rigides, c'est vraiment c'est personnalisé, donc on va fabriquer des lentilles pour chaque individu. De manière générale, une lentille de contact se définit par son rayon de courbure central, ici, le R0, et ici, ici c'est une lentille tricourbe, donc il y a un rayon de courbure centrale, un premier rayon et un deuxième rayon. Mais on peut avoir plusieurs rayons, tout dépend de l'excentricité de la cornée. Mais ce paramètre est donc simplifié, on va prendre le rayon de courbure centrale, le diamètre de la zone optique et le diamètre total de la lentille. C'est juste pour toutes les lentilles, des lentilles rigides cornéennes, les lentilles souples et les lentilles sclérales. On va parler de la physiologie de la surface oculaire sur lentilles de contact rigide ou en général même souple. Certes, on ne sait pas tout. Quand on met voici l'unité de surface lacrymale, l'unité lacrymale fonctionnelle, qui, grâce à son homéostasie, elle assure une surface oculaire saine. Donc, c'est un complexe de nerfs et de facteurs chimiques qui permettent à la surface oculaire d'être tout le temps mouillée. Quand on met une lentille de contact, on va entraîner plusieurs phénomènes physiopathologiques, une sécheresse quantitative, parce que la lentille de contact, elle va diminuer la sensibilité cornéenne, et le cerveau ne sera pas stimulé pour qu'il donne une information à la glande lacrymale de fabriquer des larmes. Une sécheresse qualitative, la qualité des larmes sera modifiée. Par exemple, les glandes de mébomus ne vont pas excréter normalement le mébum. Le clignement va devenir moins fréquent. Et il sera même abortif. On aura un dysfonctionnement des glandes de mébomus, une hypocésie cornéenne, une ischémie cornéenne si on choisit un matériau à bas des cas. Et par conséquent, une insuffisance lymphique possible. Une dysbiose cornéenne, lui, la lentille de contact va modifier la composition de la flore lacrymale. Et donc, peut-être on va favoriser l'apparition de bactéries pathogènes. On va modifier de la forme de la cornée, on peut entraîner un warpage cornéen et on peut induire même une réaction immunitaire, une réaction à corps étranger, qui serait même aggravée par les produits qu'on utilise. Et donc, si on comprend ces conséquences physiopathologiques, on peut déduire les complications. Okay. Je présente ce cas, c'est une patiente qui a un kératocone qui porte une lentille sclérale à droite et une lentille rigide à gauche. L'adaptation, je dirais qu'elle est acceptable au niveau des deux yeux, mais quand on inverse la paupière inférieure, on voit des signes différents. Regardez, l'œil droit avec lentille sclérale, l'œil gauche avec lentille rigide. Eh bien, je voulais vous parler de cette conséquence physiopathologique des lentilles de contact et ce qui est le Warpage lead wiper épithéliopathie, pardon, le lead wiper épithéliopathie. Donc, le lead wiper épithéliopathie, donc on la voit au niveau de la marge palpébrale supérieure ou inférieure. C'est plus simple de l'examiner au niveau de la marge inférieure. Et on voit qu'il y a une partie de l'épithélium de cette marge palpébrale qui prend la fluo. Et il y a une classification, plus cette zone est épaisse, plus il y a une friction entre la paupière qui joue le rôle d'essuie-glace et la surface oculaire. Ici, on voit qu'il y a une grande partie de lead wiper épithéliopathie. L'autre conséquence, c'est l'atrophie des glandes de mébomus.
Pardon, docteur. Est-ce que c'est plus avec les lentilles rigides qu'avec les lentilles sclérales, par exemple? Oui, très bien. Le lédohyperépithéliopathie, il est plus important dans les lentilles de contact souple, ensuite les lentilles de contact rigides, et en dernier, les lentilles sclérales. Donc, on a plus de lédohyperépithéliopathie. Une explication, peut-être? Oui, l'explication. Yeah. Je n'ai pas d'explication. Pourquoi le lédohyper, il y a plus de... Je ne sais pas. Je ne sais pas, docteur Benachara. Oui, docteur Mack, le problème est purement mécanique. Avec les sclérales, on imagine qu'il y a plus de contact, il y a plus de surface oculaire et plus de problèmes de friction ou problèmes mécaniques avec les rigides. Les rigides, bien sûr, plutôt que les souples, et pour les rigides, des rigides de grand diamètre plutôt que des rigides de petit diamètre. Mais ici, la question qui se pose, docteur Mack, si vous permettez, la différence entre, du point de vue tolérance, entre l'œil équipé par une sclérale et l'œil équipé par une rigide cornéenne, est-ce que les patients acceptent d'être équipés on sait tous que c'est beaucoup plus confortable avec les lentilles sclérales. Est-ce qu'on peut mettre une rigide unilatérale et être accepté par le patient, ou on doit ajouter une jupe ou souple? Oui, c'est vrai que le cas que j'ai présenté, en fait, cette patiente a été équipée d'abord en lentilles rigides au niveau des deux yeux, et l'œil droit avec une ectasie plus importante, l'adaptation était difficile, et donc elle a adapté en lentille sclérale. Et au niveau de l'œil droit, et pour les problèmes uniquement de cou, elle a préféré garder la lentille sclérale, la lentille rigide au niveau de l'œil gauche. Donc, parce que la lentille sclérale étant plus chère que la lentille rigide. D'accord. Mais oui, elle tolère bien cette différence. Il faut savoir qu'elle était porteuse pendant longtemps de lentilles rigides au niveau des deux yeux, très difficilement adaptée au niveau de l'œil droit, et on a changé juste l'œil droit. Si vous permettez une autre question, par rapport au clignement, diminution de la fréquence de clignement ou les clignements abortifs, est-ce que c'est pareil par rapport aux lentilles Non, souples? très bonne remarque. Non, pas du eh ben, on a un clignement abortif et une diminution de la fréquence du clignement avec les lentilles souples et avec les lentilles sclérales. La réduction de la fréquence du clignement et la fréquence des clignements abortifs est moindre dans les lentilles rigides. Donc, dans la lentille rigide, tout ça, c'est les conséquences de l'hyposensibilité cornéenne. Donc, dans la lentille rigide, l'hyposensibilité cornéenne n'est pas très importante. Ce n'est pas comme le cas de lentille souple ou d'une lentille sclérale qui couvre toute la cornée et qui ne laisse pas la cornée en contact de l'air. D'accord. Donc, l'effet, disons, pansement des lentilles souples et des lentilles sclérales, il est à la fois, il donne une hyposensibilité, mais ce confort qui est très bien apprécié par le malade, il est à la fois, il peut être masqué, disons, un problème, une complication, un ulcère, un corps étranger ou autre. Parfaitement, oui. Un abcès de cornée peut évoluer facilement avec peu de symptômes. Entre parenthèses, pas facilement. Un abcès de cornée peut évoluer avec peu de symptômes à cause de l'anesthésie cornéenne sur lentille souple ou lentille sclérale. Par contre, avec une lentille rigide cornéenne, dès qu'il y a un moindre souci, il y a l'alarme qui est l'innervation cornéenne, la douleur et l'inconfort. D'accord, merci. Merci d'avoir précisé ce point, c'est très important. Donc, pour les indications, donc les lentilles rigides, principalement, c'est les indications réfractives, non pas thérapeutiques et non pas cosmétiques. Donc, les lentilles rigides cornéennes, elles sont utilisées pour régler des problèmes d'amétropie, que ce soit des amétropies régulières, comme on va le voir dans la deuxième partie de cette présentation,
toutes les amétropies régulières, statiques, dynamiques, sphériques ou toriques, et les amétropies irrégulières, comme principalement le kératocone. Donc, l'adaptation souple versus rigide. Donc, les lentilles de contact souples, certes, on a un confort rapide, un coût moindre, disponibilité rapidement. On ne va pas attendre le temps de la fabrication, dans la majorité des cas. L'adaptation est facile. Le patient, le candidat, dès qu'on lui met la lentille, généralement, il tolère très bien la lentille. Et il n'y a pas de ménisque de l'arbre réfractif sous la lentille à considérer qui peut nous jouer des tours. Donc, le cylindre, on retrouve généralement, on le reporte au sommet de la cornée et il sera dans la prescription, contrairement à une lentille rigide. Et l'astigmatisme interne, ici, est plus facile à corriger parce que la lentille ne bouge pas beaucoup. Une lentille rigide, par contre, des avantages, je vais parler que des avantages. La cornée, elle respire, donc, et le déca est plus élevé. Même en dehors du déca, le fait que le diamètre de la lentille est plus petit, la périphérie cornéenne est à nu, elle respire mieux, il y a l'oxygène qui passe. Et autre facteur, c'est le mouvement. La lentille rigide bouge plus qu'une lentille souple, comme on le voit dans cette vidéo. La lentille rigide bouge beaucoup mieux qu'une lentille souple, et donc il y a une clearance lacrymale, il y a toujours des larmes qui passent sous la lentille, et donc il y a des larmes et donc de l'oxygène en dehors du déca du matériau. On voit dans cette vidéo qu'une lentille rigide bouge un peu, beaucoup. L'amplitude du mouvement est plus importante avec une lentille rigide qu'avec une lentille souple. Okay. Le risque infectieux donc il est moindre parce que à cause de cette clearance et ce nettoyage, et comme vous l'avez bien mentionné tout à l'heure, la douleur. Donc, s'il y a un problème, la lentille devient, le patient, le porteur n'arrive plus à porter cette lentille parce qu'il y a une effraction de l'épithélium cornéen et il y a la douleur. Et donc, le patient automatiquement enlève la lentille, contrairement à l'effet pansement d'une lentille souple ou d'une lentille sclérale. La lentille rigide, la face antérieure, elle a une optique parfaite, donc la qualité visuelle est supérieure. Elle est très bien pour les fortes amétropies et pour les cornées irrégulières. Et pour un port prolongé, par exemple, les nourrissons qu'on opère de cataracte, surtout unilatérale, et qu'on n'arrive pas à implanter pour une raison ou pour une autre. Donc, ces nourrissons constituent une très bonne indication au port d'une lentille rigide gaz perméable, et ce port, enlever la lentille chaque jour chez un nourrisson, si l'adaptation est parfaite, avec un déca, un fort déca, le port prolongé est possible. Ici, un exemple d'un patient avec un astigmatisme direct de 2 dioptries. On voit comment est son aberration optique, comment il voit avec une lentille souple, torique ou avec des lunettes. Il arrive à voir les 10 sur 10, mais avec une lentille rigide, la qualité de vision est supérieure. Toujours la lentille rigide donne une meilleure qualité de vision. Donc, sans lunettes, avec lunettes ou lentilles souples, et avec lentille rigide. Donc la vision est meilleure. Donc, j'ai fini la première partie, qui est les différents types de lentilles rigides. Et je laisse la parole au docteur Benachour, qui va parler de l'autre partie. Merci beaucoup, Dr. Maki. La tâche est maintenant beaucoup plus facile. Donc, je vais remplacer Dr. Sheikh pour présenter les indications et les contre-indications des lentilles de contact rigide. Vous voyez mon écran?
Oui, on voit Faut votre mettre écran. en plein écran. C'est bon? Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, Dr Mack a fait la partie historique et c'est bien pour savoir que les lentilles rigides ont été les premières lentilles. Et donc, durant les 60 premières années de l'histoire, les indications des lentilles de contact ont été principalement dominées par le kératocone et la phakie unilatérale. Et puis, entraîné l'industrie de l'optique à inventer de nouveaux matériaux. Et l'adaptation en lentilles rigides, seule possible avant l'apparition des premières lentilles souples vers les années 60, actuellement, elle est soumise à la rude concurrence de ces lentilles souples, dont la gamme ne cesse de s'élargir, permettant la correction optique de pratiquement toutes les amétropies. Donc, première phase, lentilles rigides et sclérales, puis lentilles souples, et maintenant un regain d'intérêt, bien évidemment, des lentilles rigides, que ce soit cornéennes ou sclérales. Donc, il est difficile pour les lentilles rigides de résister à tant de qualités bien adaptées aux tendances évolutives de nos sociétés modernes. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile d'équiper un patient en lentilles souples qu'en lentilles rigides, toujours moins cher et avec le moins de contraintes. Mais les lentilles rigides restent quand même ayant des indications extrêmement larges et très peu de contre-indications. Le problème qui se pose toujours pour les ophtalmologistes, c'est la technicité, la rigueur demandée pour équiper les patients ou adapter les patients en lentilles rigides. Et cette technicité relative à leur adaptation ne doit pas être un frein à leur utilisation, voire à leur promotion. Et il faut savoir que les lentilles rigides représentent pratiquement 15 à 20% des équipements des lentilles de contact, tout type ou tout matériau confondu. Donc, lors de notre dernier séminaire, nous avons étudié les lentilles souples et la balance entre lentilles rigides et lentilles souples était plutôt du côté des lentilles souples. On a parlé des avantages des lentilles souples et des indications détaillées des lentilles souples. Maintenant, on va parler, maintenant la balance est du côté de lentilles rigides et on va parler surtout des indications de façon un peu plus détaillée. Déjà, Dr Maki a présenté les essentielles indications et on va les détailler une à une. Avant de passer aux indications, je rappelle encore une fois les avantages des lentilles souples et de lentilles rigides. Donc, pour les lentilles souples, c'est une adaptation plus rapide. Par contre, les lentilles rigides, le temps d'adaptation est plus ou moins lent. Le confort est d'emblée excellent avec les lentilles souples. Généralement, ça nécessite un peu de temps pour s'adapter et avoir un confort qui, à chaque fois qu'on rééquipe le patient en lentilles rigides, on revient au point de départ quant au confort. Il y a la possibilité de port occasionnel, qui est une option qui n'est pas proposée pour les lentilles rigides parce que, vu le coût qui est beaucoup moindre pour les lentilles souples et élevé pour les lentilles rigides, donc on ne peut pas porter une lentille qui est chère dans ce type de port occasionnel. Par contre, il y a beaucoup de types de ports qui sont compatibles avec les lentilles rigides. On peut pratiquer la majorité des sports, pour ne pas dire tous les sports, puisque on sait tous qu'avec les lentilles souples, il ne faut pas pratiquer les sports aquatiques en eau douce. Il y a une possibilité de correction d'astigmatisme résiduel et surtout d'astigmatisme interne avec les lentilles souples, contrairement aux lentilles rigides qui nécessitent, pour les sphériques, qui nécessitent d'ajouter un autre tore afin de corriger les astigmatismes internes. Donc, pour les lentilles rigides, la qualité optique est beaucoup meilleure avec beaucoup plus de performance et de précision. Et surtout, l'avantage le plus important est l'innocuité à long terme, donc beaucoup moins de complications allergiques et infectieuses
et surtout, comme a précisé Dr Maki, la douleur qui représente un signe d'alerte immédiat en cas d'ulcère ou de corps étranger. Donc ici, toutes ces qualités ou les avantages, c'est pour pallier surtout aux inconvénients des lentilles souples, à savoir la qualité optique qui est légèrement moindre et le risque infectieux et allergique. Donc, je passe aux détails, aux indications des lentilles rigides. Quand est-ce qu'on va penser aux lentilles rigides de première intention, malgré que l'adaptation est plus technique pour l'ophtalmologiste, malgré que le confort n'est pas immédiat pour le porteur, on va penser à la lentille rigide de première intention grâce aux qualités optiques et physiologiques d'une lentille rigide, la qualité de l'image rétinienne qui est beaucoup meilleure que les lentilles souples, le meilleur renouvellement des larmes sous les lentilles rigides, la haute perméabilité à l'oxygène qui va nous permettre des possibilités de port continu, surtout pour les enfants, moins de risques de complications infectieuses et absence de nervus cornéen ou de signes de complications hypoxiques et les dépôts protéiques qui sont limités. Donc, comme on vient d'avoir, les indications sont surtout optiques ou réfractives. Pour les indications médicales, c'est surtout l'âge des patients, la myopie évolutive, et on parle ici d'orthokératologie. Et pour les indications personnelles, c'est essentiellement pour le port continu. Les indications cosmétiques qu'on vient de voir, c'est surtout avec les lentilles souples et d'autres cosmétiques ou médicales pour les lentilles sclérales, par exemple en cas d'anéridie ou d'opacité cornéenne, on peut équiper les patients en lentilles sclérales, mais pour les autres indications, c'est surtout les souples et les sclérales et pas les rigides cornéennes. Donc, on commence par les indications réfractives et pour les lentilles rigides, ce sont des lentilles efficaces pour corriger toute amétropie sphéro-cylindrique sans distinction de proportions respectives de sphères et de cylindres, sans restriction de magnitude, isolées ou associées à la presbytie. Et donc, toutes les anomalies réfractives ne sont pas prises en charge identiquement par la lentille de rigide. Et c'est pour ça qu'on va parler des amétropies selon le type d'amétropie et l'importance. Donc, pour les amétropies sphéro-cylindriques faibles ou moyennes, donc j'ai mis ici inférieur à 8 dioptries, associé au nom à un cylindre 3 dioptries, mais on va voir qu'au cas par cas, pour les amétropies, par exemple, sphériques, la myopie, par exemple, c'est jusqu'à 12-13 dioptries pour certains, et pour l'hypermétropie, c'est jusqu'à 6 dioptries. Donc, ces indications sont soumises à la rude concurrence des lentilles souples, puisque l'adaptation est plus simple et aussi performante. Et ici, le choix est orienté selon d'autres critères. Ce n'est pas selon l'importance et le type d'amétropie, mais selon d'autres critères, à savoir l'âge, par exemple, chez l'enfant, le mode de vie, le coût, l'anatomie oculopalpébrale, les préférences du patient ou le choix du contactologue. Donc, on va commencer par la myopie. Inférieure à 12 dioptries, on va opter pour une lentille. On a le choix on a le choix entre lentille souple ou rigide, donc lentille rigide ou souple renouvellement fréquent, et ce choix va se faire en fonction de plusieurs paramètres que je viens de citer. Et à partir de 12 dioptries, et pour certains 10, 11, 13 dioptries, donc on trouve plusieurs chiffres selon l'expérience du contactologue. Personnellement, à partir de 11 dioptries, je n'ai pas pu équiper le patient en lentilles souples. C'est très lourd, c'est avec risque de complications, c'est très épais. Donc, on va peut-être, Dr Maki, selon son expérience, il va nous inviter à essayer ces lentilles souples ou passer d'emblée aux lentilles rigides à partir de 10 dioptries. Si vous êtes là, Dr Maki, oui, je suis là. Oui, vous pouvez nous éclairer? Oui, généralement, oui, bien sûr, plus la réfraction est importante, plus la puissance sphérique est importante, il faut opter pour une lentille rigide. Maintenant, si le patient, parfois il y a un refus, hein, parce qu'il avait une mauvaise expérience auparavant avec une lentille rigide, on essaie de lui convaincre, parce qu'on lui dit que les matériaux ont changé, le design de la périphérie a changé, normalement vous aurez un meilleur
Donc, s'il refuse, il veut même pas essayer, eh bien, on essaie de la travailler en anti-souple. Il faut savoir que la technologie, en fait, le design des lentilles rigides s'améliore et même les designs des lentilles souples s'améliorent. Et il y a D'accord. même Et les souples personnalisés, oui. jusqu'à où on peut prescrire des lentilles souples pour la myopie, pour la forte myopie? En fait, réellement, il n'y a pas de limite. Des lentilles souples personnalisées, même si on commande une lentille de moins 25, le fabricant peut vous la produire, une lentille souple de moins 25. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est la règle générale. Donc, plus la métropie est importante, il vaut mieux pour le patient, pour le confort, ou même pour le médecin, pour qu'il dort tranquillement, lui donner une lentille rigide et non pas une lentille souple. Mais de nos jours. Donc, c'est au cas par cas. Oui, mais la règle générale, c'est ce que vous venez de dire. Mais il y a des exceptions. L'exception, c'est principalement le refus. C'est principalement le refus. Le refus, il est dû à une mauvaise expérience auparavant. D'accord. Docteur Maki. Oui. Et puis, d'habitude, les gens qui ont essayé des lentilles souples reviennent très, très difficilement aux lentilles rigides. En fait, ce n'est pas une règle. Je vous dis une chose. Parfois, vous êtes surpris comment le patient peut tolérer instantanément une lentille rigide après des années de port de lentilles souples qui a causé une hypocésie cornéenne. D'accord. Quand vous voyez un patient avec une insuffisance lymphique, avec des néovaisseaux, eh ben, vous êtes sûr et quand vous faites la sensibilité cornéenne, vous voyez qu'il est quasiment une anesthésie cornéenne. Eh ben, le passage à l'antirigide, il est facile. Il est facile. D'accord. Donc, finalement, la morale, la contactologie, c'est de toujours essayer. Oui, essayer et convaincre. Et par exemple, un patient qui a essayé il y a 5 ans de cela, ou même 10 ans de cela, une lentille rigide avec une mauvaise expérience, eh ben, on doit lui expliquer que ça a changé, que le design du bord a changé, que le matériau a changé. Et donc, il ne faut pas mettre toutes les lentilles rigides dans le même sac. Les lentilles rigides de 5 ans ne sont pas comme les lentilles rigides actuelles. Et certainement pas comme des lentilles rigides futures. D'accord. On n'arrête pas le progrès. Donc, il faut avoir la force de convaincre. Et comme vous l'avez dit, d'essayer. Essayez. On va vous mettre la lentille. Essayez et vous nous dites votre feedback. Très bien. Donc, pourquoi on a la règle générale est de prescrire en première intention des lentilles rigides à partir des valeurs à peu près de 12 dioptries, parce que le port est très prolongé, plus ou moins contenu chez le myope fort. Donc, vous imaginez, un myope fort ne va pas déposer ses lentilles de contact souple vers 7 heures ou 6 heures du soir, mais c'est pratiquement au coucher. Donc, les yeux sont plus fragiles, des myopes forts avec sujet à plusieurs complications du segment antérieur, mais aussi du segment postérieur, auquel il ne convient pas d'ajouter un autre risque cornéen. Et en plus, on va parler des frénations, de la frénation de la myopie avec des lentilles rigides. Donc, pour l'hypermétropie, généralement, une hypermétropie inférieure à 6 dioptries, on a le choix entre les deux types de lentilles, et lorsqu'elle est forte à partir de 6 dioptries, on peut prescrire une lentille rigide de première intention. Et pourquoi pour l'hypermétropie à partir de 6? Parce que les lentilles souples à renouvellement fréquent chez l'hypermétrope sont épaisses, beaucoup plus épaisses au centre, avec un décalage sur faible si hydrogène. Et ici, comme a dit Dr Maki, avec le progrès des matériaux, on a beaucoup plus de traitement de surface, de traitement d'épaisseur et de transmissibilité à l'oxygène. Donc, on peut toujours essayer. Et aussi, pour saturer l'hypermétropie avant de choisir, on doit toujours saturer l'hypermétropie avant de choisir le type de lentille. Et prévenir, la lentille rigide permet de prévenir la diminution de la taille de l'image. Franchement, les patients qui ont une forte hypermétropie ne sont pas très demandeurs c'est une simple impression, ils ne sont pas très demandeurs de lentilles de contact comme les sujets qui ont une forte myopie.
Donc, pour l'anisomytropie, et ici surtout, je vais parler de la mytropie unilatérale. Chez les adultes, c'est généralement des lentilles souples par souci de confort, puisqu'il y a une différence de confort entre l'œil équipé et l'œil non équipé. Et chez l'enfant, pour plus de sécurité, pour pouvoir prescrire un port contenu, surtout en cas d'astigmatisme, pour avoir une très bonne qualité d'image, donc permettant de lutter contre l'amblyopie, on doit prescrire une lentille rigide perméable au gaz. Concernant la phakie, l'idéal est de mettre un implant intraoculaire. Sinon, on peut prescrire une lentille rigide perméable au gaz de première intention. Pour les fortes amétropies, donc on vient de parler des amétropies myopiques et hypermétropiques. Lorsqu'il s'agit d'un fort astigmatisme cornéen régulier associé, il vaut mieux prescrire une rigide et surtout lorsqu'il s'agit aussi d'une presbytie associée. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'un astigmatisme interne, on doit penser aux lentilles souples, toriques, ou on ajoutera un tor externe, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ce sont des amétropies non améliorables par les rigides sphériques de révolution et qui réclament une correction torique externe. Donc, c'est plus simple de prescrire des lentilles souples toriques. On passe à l'astigmatisme. Les lentilles rigides sphériques corrigent les amétropies sphériques entre moins 30 et plus 30 dioptries. Donc, comme vient de préciser Dr Maki, on peut demander d'autres puissances même plus élevées. Les astigmatismes externes externes, c'est-à-dire aux dépens de la face antérieure de la cornée, jusqu'à 3 dioptries d'autoricité. Dr Maki a dit 2 dioptries. Franchement, entre 2 et 3, je ne sais pas si ça marche selon l'expérience de Dr Maki. Je pense que le problème, surtout dans les complications, puisqu'on a une cornée qui est très torique, à partir entre 2 et 3 dioptries. Donc, on risque d'avoir des complications à type du syndrome 3h, 9h. C'est ça, Dr Maki? Oui. En fait, pour l'astigmatisme, sur plan optique, purement optique, une lentille rigide sphérique peut effacer la majorité de l'astigmatisme, qu'il soit régulier ou pas, et quelle que soit sa valeur. Mais c'est surtout un problème de confort. La lentille, si on arrive à maintenir une lentille sphérique sur une cornée torique et on fait une overréfraction, on va trouver que l'astigmatisme est complètement effacé par le ménisque des larmes. Mais la lentille va basculer sur le méridien le plus contraire. Sur le méridien le plus plat, l'adaptation sera parfaite, mais sur le méridien le plus cambré, à chaque alignement, la lentille va bailler, et c'est pour cette raison qu'on doit opter pour une surface postérieure torique. Si on veut, par exemple, corriger un astigmatisme, comme votre exemple, jusqu'à 3 dioptries avec une lentille rigide sphérique, donc optiquement parlant, c'est possible, mais pour améliorer le confort, je pense qu'il faut réduire le diamètre, pour réduire le bras de levier. Donc, plus la lentille est petite, elle va pas, en cas d'astigmatisme direct, donc elle va bailler sur le méridien vertical, elle va pas trop bouger. Si elle est grande, avec un astigmatisme de 3 dioptries, le mouvement serait plus important. Donc, c'est une astuce pour continuer à corriger en lentille rigide sphérique, moins cher, un astigmatisme cornéen supérieur à 2 dioptries, toujours avec une lentille sphérique. D'accord. Donc, toujours essayer et croire à l'image fluorescénique. Oui, certainement. Donc, le principe de correction par les lentilles rigides sphériques de l'astigmatisme, donc la surface sphérique de la lentille rigide va remplacer la surface torique de la cornée. Les larmes comblent les différences de niveau sous la lentille en déterminant un ménisque de toricité inverse à celui de la cornée astigmate. Et donc, ce ménisque de larmes va combler, donc, et sur le plan réfractif, va corriger, mais on est limité, bien sûr, par le problème de mobilité et de stabilité de la lentille. Et on doit essayer et voir
si le patient présente des signes d'intolérance ou de mauvaise adaptation ou pas. On va les voir dans le chapitre les complications. Donc, la correction de l'astigmatisme en lentille rigide va dépendre de deux éléments indissociables qui sont la répartition anatomique de l'astigmatisme oculaire, c'est-à-dire l'origine de l'astigmatisme, il est interne ou externe, externe au dépend de la face antérieure de la cornée, ou interne au dépend de la face postérieure de la cornée ou les autres structures ou dioptres de l'œil, et l'importance quantitative de la toricité de la face cornéenne antérieure, c'est-à-dire l'importance de l'astigmatisme. Donc, pour la répartition anatomique, qui va déterminer le choix de la géométrie externe ou antérieure de la lentille. C'est-à-dire, si on n'a pas de composante interne, on peut prescrire des lentilles sphériques de révolution. Si on a un astigmatisme interne qui n'est pas négligeable, on doit prescrire une lentille torique antérieure, c'est-à-dire le toric est situé sur la face externe. Astigmatisme interne, le toric sur la face externe. Pour l'importance de la toricité, donc ça détermine la géométrie de la face postérieure, c'est l'inverse. Face postérieure de la lentille rigide, afin d'obtenir une bonne congruence locale entre cornée antérieure et la face postérieure de la lentille rigide, c'est-à-dire on va prescrire une lentille sphérique de révolution. Si la cornée antérieure est faiblement dorique, je ne vais pas mentionner de valeur, on va essayer à chaque fois, et la lentille torique postérieure ou avec un toric interne si la toricité est élevée ou en cas d'apparition de signes d'intolérance ou de mauvaise adaptation. Donc, vous remarquez que parfois je mets 3, parfois 2, parfois 2, 3, mais je pense que l'affaire est résolue, c'est clair, on doit toujours essayer. Donc, la différence de courbure, c'est pourquoi on a dit entre 2 et 3, c'est un peu difficile, parce que la différence de courbure entre les deux méridiens principaux, qui est supérieure à 0,5 mm, donc je pense 2,5 dioptries, c'est l'équivalent de 0,5 mm de différence entre les deux, entre R1 et R2, ce qui est peu compatible avec une géométrie sphérique. Donc, il y a un risque mécanique sur le méridien le plus plat et qui va engendrer un syndrome de 3h-9h, pas forcément 3h-9h, c'est-à-dire situé à 3h-9h, on peut avoir des lésions un peu décalées selon le type, selon la localisation de l'astigmatisme. Et ceci requiert une lentille de géométrie postérieure torique. Donc, une lentille sphérique peut décompenser un astigmatisme mixte neutralisé. Donc, c'est une remarque qu'on peut considérer, qu'on doit considérer lors de l'adaptation en lentille rigide. Donc, c'est un récapitulatif. Beaucoup de détails dans ce cours, vous allez le découvrir tout seul. Donc, on vient d'expliquer cette diapo lors de notre dernier séminaire dans le cours Les lentilles souples toriques. Je passe. Pour la presbytie, donc soit des lentilles souples mensuelles, silicone hydrogel mensuel progressif, soit des lentilles rigides. On va surtout les indications chez les anciens porteurs de lentilles rigides, lorsque l'astigmatisme cornéen est élevé, en cas de mauvaise qualité de film lacrymal, de demande de port continu ou difficulté de manipulation, et chez les gens qui demandent une qualité visuelle avec beaucoup de précision. Et on va voir les détails dans le cours adaptation en lentilles multifocales. Donc, la presbytie est parfaitement bien corrigée par les lentilles rigides, soit en monovision, soit en vision alternée, soit en vision simultanée. Et surtout, la presbytie, lorsqu'elle est associée à un astigmatisme cornéen, c'est une indication à des lentilles rigides, multifocales ou bifocales qui sont plus performantes que les lentilles souples. Donc, on a ici le statut rigide de la lentille qui régularise le dioptre externe et qui corrige la toricité cornéenne externe, comme on a expliqué tout à l'heure pour l'astigmatisme, et la géométrie multifocale ou bifocale de la lentille rigide qui corrige la presbytie sur un dioptre antérieur qui est déjà régularisé par le matériau rigide. Donc, de préférence, ou disons, c'est systématique de demander une topographie cornéenne, plus ou moins une aberrométrie, avant toute adaptation multifocale,